Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. Vous le savez, nous sommes ce mercredi 24 octobre 2018. Eh bien, c'est toujours bon à savoir la météo. Découvrons ensemble celle de demain. Bonsoir aux populations d'Aguégué. Nous avons 3 rubriques au menu ce soir. Le mois d'octobre, vous le savez, est consacré à la lutte contre le cancer et notre mois d'octobre rose sur le Grand Rendez-vous se poursuit. Nous parlons encore cancer, comment contrer véritablement les cancers enregistrés chez les femmes. On en parle dans Nature et Bien-être. La police républicaine joue un rôle crucial dans l'établissement de la carte d'identité. Quel est véritablement ce rôle? On en parle sur ce plateau. Ce sera avec Autant Savoir. L'expert aujourd'hui nous explique comment procéder pour acquérir la liberté et la sécurité financière. Marcel Lefond, vous le connaissez, il a toujours des astuces pour votre développement personnel. On va le retrouver tout à l'heure. Le Grand Rendez-vous, c'est aussi le journal. Amandine Agnambossou est déjà là pour la présentation des titres. Nous vous laissons donc avec Amandine Agnambossou. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Dans le 19h45, nous parlerons de la formation des femmes policières. Elles renforcent leurs capacités sur le concept de la police communautaire. L'objectif étant de repréciser le rôle du personnel féminin de la police républicaine. Ouverture de la semaine du livre béninois de la jeunesse, une semaine au cours de laquelle les enfants vont nourrir leur imaginaire et découvrir les œuvres littéraires et puis faire du sport tout en ramassant les sachets plastiques non biodégradables. C'est une initiative de l'ONG Engagement et Action qui engage les enfants dans la préservation de l'environnement. Merci à vous, Amandine Agnambossou. Nous vous retrouvons donc à 19h45, place au premier plateau du Grand Rendez-vous. Autant Savoir. Comme annoncé en titre, la série sur la carte d'identité se poursuit, mais ce sera après ce reportage de Marcel Bettoro. L'établissement de la carte d'identité nationale répond à un certain nombre de normes à respecter. Pour ce fait, différents canaux de communication sont utilisés par le service de la carte d'identité nationale pour informer la population sur les pièces à fournir. Cependant, on note plusieurs dossiers rejetés. Nous n'avons pas pour le moment un état civil fiable. Et c'est surtout cela qui justifie le fait que plusieurs dossiers sont rejetés. Des fois, c'est de façon inconsciente, mais c'est à l'insu des demandeurs que les faux papiers leur sont délivrés.
la plupart des maires d'antan avaient les registres chez eux. Et puisque pour établir le volet numéro 1 qui doit permettre aux gens de faire l'extrait, ils ne font que remplir ce qu'ils veulent remettre aux demandeurs. Alors, lorsqu'ils remplissent, ils déchirent, et ils n'ont plus le temps, ou ils ne reviennent plus remplir les autres parties qui sont réservées dans le registre. Ça fait que des gens ont des pièces, mais qui sont sans souche. La division de la police républicaine a pour rôle le contrôle de la fiabilité et de l'authenticité des pièces à fournir. Un dossier rejeté peut faire objet d'ouverture d'enquête et par conséquent peut entraîner une poursuite judiciaire. Lorsqu'à travers des recherches, des enquêtes, on constate que c'est un acte délibérément exécuté par le demandeur et un individu, alors l'intéressé est interpellé et il est mis à la disposition d'une unité de police judiciaire pour faux et usage de faux, faux en écriture publique, etc. Donc c'est une infraction prévue et punie par la loi lorsque vous allez vous faire falsifier des documents administratifs. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Il revient à chaque citoyen béninois de faire preuve de vigilance et de bonne foi. Voilà, bonne foi donc à toutes et à tous. Nous avons déjà notre invité sur ce plateau, Edouard Confo, bonsoir. Salut. Alors, vous êtes commissaire divisionnaire de la police républicaine, mais vous êtes au service carte d'identité au niveau de la préfecture de Cotonou. Oui, je suis précisément le directeur départemental de la police républicaine du littoral. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. Nous allons aborder d'abord en termes d'utilité, puisque sur ce plateau, vous représentez quand même la police républicaine. Dites-nous un peu, en quoi c'est si utile à un citoyen d'avoir sa carte d'identité? Je vous remercie de nous avoir invités pour parler de ce que c'est que la carte d'identité. Détenir la carte d'identité, c'est d'abord faire preuve de citoyenneté. Les tests en vigueur, donc depuis 1949, ont exigé que tout citoyen circulant sur le territoire de l'AOF d'alors doit être détenteur d'une pièce d'identité, dont la carte d'identité. Donc, détenir la carte d'identité, ça vous permet donc de participer à la sécurisation du pays, de votre localité. Ça permet aussi de vous identifier au moment où on aura besoin donc de porter assistance, aide à votre personne. Alors, dans le processus d'établissement de la carte d'identité, vous jouez un rôle qui a été relevé dans ce plateau, un rôle que beaucoup de citoyens ignorent. Dites-nous véritablement à quel moment vous intervenez dans le processus d'établissement de la carte d'identité. Ok, je vous remercie. C'est l'arrêté numéro 725 MIS/DC DGPN SA du 5 juin 2002 qui donne le pouvoir à la direction départementale de la police nationale d'alors, donc la direction départementale de la police républicaine d'aujourd'hui, oui, de contrôler les documents entrant dans l'établissement de la carte d'identité. D'accord. Et comment se fait ce contrôle-là? Bon, sans forcément rentrer dans la cuisine interne de la police républicaine. Oui. Au fait, lorsque les dossiers sont déposés au niveau des mairies et convoyés au niveau des préfectures, le préfet, suivant l'arrêté, met à la disposition de la direction départementale de la police républicaine les documents pour être contrôlés. Donc, la DDP est là pour vérifier l'authenticité des pièces déposées par les citoyens pour la demande de carte d'identité. D'accord. À quel moment vous décidez du rejet d'un dossier? Alors, lorsque vous prenez les dossiers entrant dans l'établissement d'une carte d'identité, vous avez l'acte de naissance. Donc, vous devez présenter l'original de l'acte de naissance. Si vous n'avez pas d'acte de naissance, c'est le jugement supplétif
Et en plus de ça, vous avez le certificat de possession d'État qui atteste que vous résidez dans un quartier du département. Après cela, vous prouvez, disons, la profession que vous exercez. Donc, si vous mettez commerçant, c'est qu'au moins il doit avoir carte d'importateur ou de commerçant, ou en tout cas un certificat qui prouve qui atteste, voilà. En dehors de ça, vous avez 4 photos d'identité pour l'établissement. Et les photos doivent être à fond blanc. Donc, c'est pour que les images ne soient pas débridées à l'impression. Donc, les frais, en plus de ça, vous avez les frais d'établissement. D'accord. Ça là, ce n'est plus... Oui, alors, donc, sans dire. Alors, les faux où l'authenticité se vérifie, surtout, je dis bien surtout, au niveau des actes de naissance ou des jugements supplétifs. D'accord. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a pas encore un état civil fiable. Et c'est justement le nœud gordien des problèmes que nous rencontrons avec les citoyens. Pour des raisons ou une autre, les citoyens présentent des actes qui ne sont pas authentiques. Beaucoup d'actes sont rejetés parce que, visiblement, soit après contrôle, ne présentent pas, disons, une authenticité disons, vérifiée. Oui. Et c'est pour cela que il y a un doute. Voilà. Alors, donc, nous avons des critères sur lesquels qui vont permettre de tamiser et voilà. de distinguer le vrai du faux. Ah, voilà. Donc, les critères, si vous voulez, on peut les citer. Commencer. Oui, pourquoi pas. Alors, l'acte de naissance de jugement spécifique, c'est des documents administratifs. Qu'on connaît. Hein. Voilà, c'est des documents administratifs. Et à travers d'abord le timbre. Le timbre, on peut savoir si la personne a fait du faux ou pas. D'accord. Lorsque, par exemple, quelqu'un est né en 1995, sur l'acte, vous voyez que la personne est née en 1995, mais au niveau du timbre de l'acte, vous voyez République populaire du Bénin. C'est sûr que... Voilà, la République populaire du Bénin, et province du temps. Alors, il y a déjà du doute, parce qu'en 1995, on n'était plus sous la République populaire, mais plutôt la République du Bénin. Oui. Où des fois, vous voyez, il y a une sorte de gymnastique qui est effectuée par pas nécessairement par les demandeurs, c'est peut-être ceux qui les ont aidés à obtenir l'acte. D'accord. On cache, on photocopie, on falsifie. D'accord, mais est-ce que vous vous arrêtez seulement au rejet? C'est-à-dire un citoyen qui constitue son dossier, qui est rejeté parce qu'il a peut-être une souche, encore que je crois que la plupart du temps, les souches ne sont pas falsifiées. Hein? Le problème se pose beaucoup plus au niveau de l'acte de naissance, ou bien même les souches peuvent être falsifiées? Ah oui. Même les souches peuvent être falsifiées. D'accord. Alors, quelle est la suite? Oui. D'abord, il faut reconnaître que l'établissement de la carte d'identité, c'est un devoir citoyen. Donc, ce que nous visons premièrement, ce n'est pas d'enfermer le demandeur. Parce qu'il arrive des moments où lui-même n'est pas au courant. C'est peut-être l'officier d'état civil qui a commis l'erreur. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est arrivé dans les collines, notamment dans une commune d'Assa. Des maires des années 80, vous savez, c'est des individus, des directeurs d'école qui n'ont pas un bureau donné. Tout se passait à la maison. Et c'est peut-être de nuit, on va voir le maire d'antan, pour dire j'ai besoin d'actes de naissance. Donc, lui prend l'argent directement. Et comme il a beaucoup de chats à fouetter, il prend le registre, il remplit le volet numéro 1. D'accord? Il remplit le volet, il déchire, vous remet ça. Mais il ne prend plus le soin de remplir le volet numéro 2, qui doit être destiné au tribunal, et la souche. Alors, lorsqu'il vous donne ça, les paysans, ils ont déjà l'acte et ils s'en vont. Lui n'a plus de temps pour remplir le reste. Là, il a encaissé ses sous. Alors, lorsque quelqu'un présente un volet comme ça, parce qu'avec ce volet, vous pouvez
obtenir l'extrait de la naissance. Lorsqu'on cherche au niveau de la DDPR, en voulant, lorsque la personne voulant, disons, se faire établir une carte d'identité, on cherche à voir si réellement cet individu est enregistré au niveau de la commune. Oui. Alors, il faut prouver cela, la souche. Vous imaginez que celui-là il ne peut pas trouver sa souche. Alors, est-ce que c'est la faute du demandeur? Ce n'est pas évident. C'est la faute à l'officier. Donc, vous essayez quand même de faire la part des choses? Oui, avant d'aller plus loin, d'aller au niveau de la police judiciaire, on essaie de faire la part des choses. D'accord. Voilà. Donc, la plupart des cas, quand il y a un dossier de rejet, c'est parce que nous avons au niveau du dossier peut-être des éléments qui ne sont pas... Des éléments qui prouvent que c'est... Voilà, il y a peut-être fraude ou quoi. Donc, selon le processus et tout le tamis, tout le soin qui y est mis, est-ce que c'est possible aujourd'hui au Bénin qu'un non-béninois puisse se faire établir une carte d'identité? Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui a circulé, vous n'êtes pas sans savoir que c'est possible pour des étrangers au Bénin de se faire établir une carte d'identité. Vous confirmez ou vous infirmez sur ce plateau? Oui, vous savez... chaque fois qu'on essaie de tamiser, disons, les processus, tamiser les processus pour l'obtention des pièces administratives, il y a toujours des tireurs au flanc qui cherchent toujours à pêcher en eau trouble. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très simple. Il ne reste plus beaucoup de temps, on va y aller rapidement. Lorsque vous prenez par exemple le RAVEC, vous savez, à un certain moment donné, il a été décidé d'établir, disons, sur la base d'un recensement administratif, un acte aux citoyens. Et suite à des audiences foraines, vous voyez, on doit leur établir des cartes. Mais à un moment donné, comme le processus n'est pas allé à terme, le reste des carnets, dans certaines communes sont restés à la disposition des officiers d'état civil. D'accord. Des individus, voilà, donc lorsque ils soutiennent un registre, ils peuvent établir l'acte même de RAVEC qui en ce moment-là était quand même plus authentique que ce que les gens présentaient. À un moment donné, à commencer à présenter ses limites. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un se présente avec ce document, nous cherchons encore à authentifier, à vérifier, voilà, deux autres témoins pour pouvoir savoir si réellement la personne est de nationalité béninoise. D'accord. Vous n'avez pas véritablement répondu à ma question, mais peut-être que je vous aurai une autre fois. Mais je veux vous laisser dire en 30 secondes, rappeler un peu à quel risque s'expose un citoyen qui circule sur le territoire national sans sa pièce d'identité. Oui, c'est une infraction. Le fait de ne pas présenter une pièce d'identité lors des contrôles d'identité qui sont sous contrôle judiciaire. Et c'est d'abord un acte de sécurité lorsque vous circulez avec la carte d'identité. Ça permet tout de suite de joindre des connaissances des parents à vous. Surtout que désormais, vous avez vu, il y a les numéros de téléphone sont désormais marqués sur... Ça veut dire qu'à tout moment, on peut joindre disons, l'intéressé pour dire, bon, sa carte a été retrouvée par-ci, par-là. Ça permet aussi de se considérer comme... Il nous reste 30 secondes. Ma chef d'édition fait de grands signes. Oui. Voilà. Donc, ceux qui s'adonnent au faux en écriture, ils doivent savoir que c'est prévu et puni par la loi. Notamment, le code pénal punit l'acte en son article 145 et suivant. Et c'est vraiment un crime. D'accord. Donc, je les invite à revenir sur de meilleurs sentiments pour nous aider à, disons, purifier, à rendre beaucoup plus fiable notre état civil. Merci beaucoup, Édouard Confort. Nous rappelons que vous êtes commissaire divisionnaire de la police républicaine. Et ce que moi, je retiens particulièrement de ce plateau, c'est qu'avoir une carte d'identité, c'est important, mais l'avoir dans de bonnes conditions, c'est encore l'idéal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous sur Autant Savoir. Nous passons à une autre rubrique à présent, Nature et Bien-être. Nature et Bien-être qui s'intéresse au cancer. Nous avons
un expert sur ce plateau qui va revenir sur comment contrer le mal. Mais avant cela, je vous invite à suivre ce reportage de Amandine Agnambos. Diagnostiqué le plus souvent chez la femme, le cancer du sein représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer. Une maladie qui accélère la production, parlons de manière très simple, la production rapide des cellules malignes. Et c'est ça qui entraîne cette maladie que nous appelons cancer et du sein, simplement parce que la localisation est au niveau du sein. Il y a des familles qui ont des gènes qui sont prédisposés à la maladie. Il y a notre habitude alimentaire que nous pensons certainement fait partie des causes de la maladie. Et il y a notre mode de vie que nous pensons aussi est à la base, peut être à la base de cette maladie. Cette maladie peut être évitée ou guérie lorsqu'elle est très vite détectée et prise en charge. Il y a de cela quelques années que j'ai commencé par prendre conscience de mes seins. Je suis le traitement, j'ai commencé par être à l'hôpital voir mon gynéco qui me fait la palpation des seins chaque 3 mois. C'est après maintenant l'analyse de la radiographie, de la appelée mammographie, que j'ai constaté que j'avais une boule au niveau des seins, du sein gauche. Pour prévenir le cancer du sein, les médecins conseillent l'autopalpation après les menstrues. Pour détecter précocement un cancer du sein, c'est de faire une autopalpation minimum chaque fin de mois, à chaque fin de cycle de chaque mois. Vous faites une autopalpation à la maison ou que vous allez consulter votre gynéco qui va vous aider à le faire ou vous l'expliquer à le faire. Pour amoindrir, voire éradiquer les cas de décès liés au cancer du sein, les scientifiques innovent. Un kit d'autopalpation est désormais disponible pour faciliter la tâche aux femmes. Sensitive est le produit phare essentiel que nous avons amené pour révolutionner un peu cette palpation de sein et pour nous permettre de commencer par faire le dépistage à temps, et de faire une bonne prise en charge et ne plus attendre à ce que la boule soit très grosse ou qu'elle soit vraiment maligne avant qu'on ne commence la prise en charge qui est déjà très tard. Dans le kit, il y a plusieurs choses. Il y a le gel et c'est avec ça que la femme met la main derrière et c'est ce gel-là qui facilite la sensation de pouvoir bien faire l'autopalpation. Selon des études, une femme sur 11 à une femme sur 8 aura le cancer du sein dans sa vie. Chacun doit s'éloigner des facteurs de risque et malgré la maladie, l'espoir est permis. Voilà la boule, c'est au niveau du bas là. J'ai reçu le traitement et j'ai espoir que cela ira bientôt. Voilà une femme sur 11 ou une femme sur 8 qui risque d'avoir le cancer. Les chiffres sont là, bien palpables et bien inquiétants, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Alors, comment véritablement contrer le mal? Nous recevons pour vous sur ce plateau le docteur Fabien Rougbé. Il est président de la Société béninoise de cancérologie. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes président de la Société béninoise de cancérologie. Vous ne nous direz pas le contraire. Avec ces chiffres, le constat sur le terrain est alarmant. Et ces chiffres sont éloquents. Il n'y a pas de jour au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou où nous ne recevions un cas de cancer, que ce soit en médecine, en gynéco, en chirurgie ou même en pédiatrie. Il n'y a pas de jour qui passe sans qu'on ne reçoive un cas de cancer. J'ai minimisé au maximum. Sinon, hier, par exemple, j'ai reçu 3. Aujourd'hui, ce matin, j'en ai reçu 1 avant d'arriver ici. Donc, le cancer est une réalité chez nous. Qu'on cesse de se leurrer. Qu'on cesse de se leurrer et il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que ce mal s'éloigne un peu de... D'accord. Mais avant, il faut dire qu'on n'en parlait pas assez, mais de plus en plus, on en parle. Et pourtant, les chiffres sont toujours alarmants. Qu'est-ce qui fait que cela ne baisse pas véritablement? On n'en parlait pas du tout, du tout. Quand moi j'ai été étudiant à la faculté des sciences de la santé, c'est quelques rares fois qu'on opère un cas de cancer. Et quand on opère un cas de cancer à Cotonou, 3 mois après, le malade meurt. Et de nos jours, il y a de plus en plus de cancers. Est-ce que c'est parce que
les médecins qui en parlent deviennent de plus en plus nombreux. Est-ce qu'il y a un phénomène de société qui fait que le cancer du sein apparaît de plus en plus? D'accord. Voilà. D'autres se demandent si c'est notre mode de vie qui a changé, c'est peut-être notre façon de nous alimenter, notre façon de nous vêtir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est exposé très tôt à ces risques de cancer? Tout cela est vrai. Mais à tout cela, il faut ajouter ceci, qu'il y a trop de stress. Le stress est un facteur de risque. Ça, on ne le sait pas hein, du tout. Le stress de tous les jours. Une femme dont le mari tombe malade d'un cancer, de la prostate, du foie, vous imaginez tout son stress. Dès que le mari meurt, quelques mois après, elle attrape un cancer du sein. Le stress joue un rôle très important. Dans ce cas, la famille va penser que c'est contagieux, mais ce n'est pas contagieux le cancer. Le cancer n'est pas contagieux. Si moi j'ai un cancer à côté de vous, ça ne veut pas dire que nécessairement vous allez attraper un cancer du sein. Mais votre fille que vous avez mise au monde a 50% de chance d'attraper un cancer si vous en avez eu un. C'est génétique? C'est génétique. Et contre la génétique, la médecine ne peut absolument rien. Maintenant, c'est les autres facteurs de risque qu'il faut limiter, qu'on peut éviter, des risques évitables. D'accord. Comme quoi? Parlez-nous un peu de ces risques évitables. Les risques évitables, c'est par exemple le fait de ne pas allaiter son enfant au lait maternel. C'est un facteur de risque. Ah, mais les jeunes femmes aujourd'hui ne veulent pas, elles veulent garder de jolis seins, de beaux seins. Donc, on se dit, l'enfant viendra dénaturer tout ça. Donc, on se contente du lait artificiel. Tout ça, on le dit, mais elles prennent ça et font ça à leur risque et péril. Il faut allaiter l'enfant de l'homme au lait de la femme. Le lait du veau, c'est pour... Le lait de la vache, c'est pour le veau. Voilà. Le lait de la femme, c'est pour le fils de l'homme. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, allaiter déjà son enfant, c'est limiter le risque. Le fait de mettre l'enfant au lait maternel prévient les femmes du cancer du sein. C'est montré partout. Deuxième chose, et comme ça, on n'y peut rien. Il y a des enfants, des jeunes filles qui ont des règles très tôt. Oui. À 8 ans, 9 ans déjà, elles sont réglées. Il y a des femmes qui ont la ménopause très tard. Oui. C'est des facteurs de risque. Il y a des femmes qui font leur premier enfant à 25 ans, au-delà de 25 ans même. C'est un facteur de risque sous prétexte qu'il faut qu'elle étudie d'abord, il faut qu'elle ait un métier avant de faire. Je n'ai pas compris, docteur, si vous permettez. Alors, ne pas vite enfanter aussi est un risque? Est un risque. Quand vous coiffez la sainte quarantaine, si vous avez 25 ans... La sainte Catherine. Catherine, oui. Vous êtes exposé au risque de cancer. Non, mais on ne va quand même pas dire ça pour que les femmes se précipitent pour... Il vaut mieux se précipiter avant 25 ans, faire son enfant. Parce qu'on a prouvé, on a montré, ça, il n'y a pas de preuve scientifique à faire chose, mais on a montré qu'en général, les femmes qui font le cancer du sein, c'est des femmes qui ont accouché leur premier enfant au-delà de 25 ans. D'accord. Alors, docteur Ongbe, moi, j'aime les bonnes nouvelles. Oui. Depuis là, je n'ai que de mauvaises nouvelles. Une bonne nouvelle dans la méthode de prévention, s'il vous plaît. Vous avez quoi à partager avec nous? Méthode de prévention. Oui. Lorsque vous avez la lésion précancéreuse, avant que le cancer n'arrive, il y a une lésion qu'on appelle lésion précancéreuse, qui est le nodule du sein. Qui peut être bénin ou malin. Le nodule est toujours bénin. Quand ça devient malin, ce n'est plus un nodule, c'est un cancer du sein. Donc quand vous avez le nodule dans le sein, ce que l'on constate actuellement de nos jours, c'est qu'il y a des femmes chez qui ce nodule qui apparaît tend le long des mois et des années à disparaître spontanément, sans qu'on ait rien fait. De lui-même. De lui-même. Mais il y a d'autres qui sont là et qui ne font que grossir. Et non seulement de grossir, ils commencent à faire mal. Et puis des ganglions apparaissent. Là, ce n'est pas bon. C'est pour cela que ce soit malin
au Bénin, quand il y a un nodule dans le sein, il vaut mieux l'enlever et envoyer à l'analyse pour qu'on sache. À la napate. À la napate. D'accord, pour qu'on sache que là, c'est un nodule bénin. Ou bien si c'est un nodule malin, si c'est un cancer, toutes les dispositions qu'on doit prendre tout de suite pour que cela ne se généralise pas, parce que le chirurgien qui enlève un nodule cancéreux, il n'enlève pas toujours tout. D'accord, il y a toujours des cellules résidus qui sont en place. Et quand une cellule est en place, elle se multiplie. Et quelques mois après, vous allez avoir encore une rechute. C'est pour cela. Docteur Ongbe, on me fait de grands si, j'ai vraiment pas envie de vous laisser partir parce que tout ce que vous dites sur ce plateau est tellement intéressant et nous espérons que les téléspectateurs nous ont suivis et comprennent dorénavant qu'il y a des facteurs à prendre en compte pour pouvoir limiter le cancer. Le tout ne suffit pas de dire je ne veux pas avoir le cancer, il faut vraiment s'engager. Il faut vraiment s'engager et tout faire pour limiter véritablement cela. Probablement qu'on vous recevra encore pour pouvoir poursuivre sur le sujet. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. C'est que vous ne nous tendez pas assez le micro comme il faut pour qu'on vous dise. Ne vous inquiétez même pas. Non, restez avec nous pour le temps qu'on passe à une autre rubrique. Jennifer Sativi, ne vous inquiétez pas, on passe à une autre rubrique, l'expert. Oui, nous sommes avec l'expert Marcel Effon. Il est déjà là, vous le savez, coach motivateur. Avec lui, on parle de comment acquérir la liberté et la sécurité. Marcel Effon, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors avec vous, on parle encore développement personnel, absolument. On parle de comment acquérir la liberté et la sécurité. D'abord, en quoi c'est si important acquérir la liberté et la sécurité? Alors, comme on a commencé à le faire depuis un certain nombre de jours sur ce même plateau, nous abordons les questions qui sont liées d'abord à l'indépendance financière et il est quand même de bon droit qu'on puisse retourner aux fondamentaux qui permettent de parvenir maintenant à l'indépendance financière, d'où la question ou le choix alors de l'option liberté ou sécurité. Alors la liberté ou la sécurité, c'est lorsque vous êtes étudiant et c'est lorsque vous êtes en apprentissage et que vous rêvez, pourquoi pas, un jour de devenir riche comme tout le monde. Naturellement, un jour de devenir riche, mais qu'est-ce que vous mettez dans la richesse? La richesse pour vous, peut-être, c'est un jour construire de belles maisons, avoir de belles voitures, avoir beaucoup d'argent sur vos comptes, mais en réalité, quelle est la chose la plus importante que nous devons rechercher lorsque nous sommes en train de nous préparer pour devenir des gens prospères? On recherche deux choses à la fois. On recherche la liberté, être libre de son temps, disposer de son temps, aller où on veut, quand on veut, comme on veut. Alors, pour aller où on veut, quand on veut, comme on veut, il faut avoir un minimum de sécurité. Et ce minimum de sécurité, alors, c'est les moyens dont nous disposons. D'où le thème liberté et sécurité. En travaillant, lorsque vous démarrez ou vous commencez une profession, lorsque vous créez une entreprise, lorsque vous développez une idée, c'est en vue, alors, c'est la recherche d'une certaine sécurité. La sécurité, c'est quand vous avez besoin d'acheter des médicaments, quand vous êtes malade, avoir de quoi acheter les médicaments. Quand vous voulez vous éduquer, accéder à plus d'informations, se faire former selon en fait, le principe d'amélioration ou de développement continu, alors il faut que vous disposez des moyens quand même pour votre éducation. Lorsque vous avez besoin, par exemple, de vous nourrir, de vous vêtir, de vous loger, il vous faut un minimum. Lorsque vous réussissez alors à créer des conditions pour qu'un jour vous puissiez alors vous disposer de ce minimum sans difficulté, on dira simplement que vous avez la sécurité, que vous êtes en sécurité. D'accord, mais à chaque fois vous parlez de minimum, comment est-ce qu'on le mesure, ce minimum-là? Alors ce minimum, comme j'ai l'habitude de le dire aux gens, c'est arriver, pourquoi pas, à un niveau de votre vie où vous ne comptez plus le temps, ou que vous n'êtes plus obligé de vous stresser alors avant de satisfaire ces besoins fondamentaux que je viens de citer. Donc ce minimum, vous avez besoin d'aller à l'hôpital, vous ne vous stressez pas parce qu'il y a un minimum ou il y a une quantité d'argent disponible sur vos comptes qui fait que vous ne craignez pas, vous n'avez pas peur alors de mourir d'une maladie un jour pour des raisons liées à vos moyens. Si vous permettez, déjà, si on s'en tient à vos conseils, c'est qu'on a déjà épargné pour une maladie probable. Mais justement, c'est là même la question de la sécurité. Alors, certaines personnes, pour résoudre ce problème du minimum,
sont à la recherche d'un emploi. On les appelle simplement des employés. Parce qu'ils veulent offrir un service, une prestation, ou ils veulent mettre leur temps à la disposition de quelqu'un contre une rémunération qui est prête à leur payer un chèque à la fin du mois afin qu'ils puissent faire face à ces charges que je viens de citer. D'autres disent non, je ne veux pas mettre mon temps. Alors cette ressource chère à moi, à la disposition de quelqu'un d'autre, je veux l'utiliser moi-même. Okay? Je veux l'utiliser moi-même pour avoir cette sécurité que je viens d'annoncer. Mais une chose est sûre, lorsque vous devez faire ce choix, soit d'utiliser votre temps vous-même pour avoir la sécurité plus tard, ou alors démarrer avec la sécurité, c'est-à-dire mettre votre temps à la disposition de quelqu'un qui l'utilise, mais en retour, à la fin d'une échéance précise, vous paye ce dont vous avez besoin pour faire face à vos charges. Lorsque vous faites un de ces choix-là au début, on dira simplement que vous avez choisi d'être entrepreneur ou que vous avez choisi alors d'être un employé. Mais quand vous choisissez d'être un entrepreneur, c'est que vous voulez être quelqu'un de libre. Mais le paradoxe, et la raison pour laquelle nous abordons ce thème aujourd'hui, c'est que lorsque vous choisissez le premier, c'est-à-dire devenir entrepreneur, vous perdez les deux au début. C'est-à-dire, vous n'avez ni la liberté, ni la sécurité. Parce que vous devez travailler plus que tout le monde. Et c'est ce que vous faites, que vous gagnez. Absolument. Dont vous bénéficiez tout de suite. Absolument. Ce qui fait que le jeune entrepreneur, le start-up, il démarre son business, son idée, son projet. Il est tout le temps dans la galère. Il travaille plus que tout le monde, 24 heures. Mais à la fin du mois, il ne peut pas faire face à ses charges. S'il n'est pas parti sur un projet qui lui permet d'être cash dès le début. Par contre, l'employé qui démarre aujourd'hui, le 1er janvier, est sûr que le 31 janvier, au plus tard, quelqu'un va faire un virement sur son compte et qui n'a pas besoin de réfléchir alors à sa sécurité, c'est-à-dire faire face à ses besoins. Il a dès le premier jour alors la sécurité, mais le premier n'a ni la sécurité, mais ni la liberté, parce que le premier est obligé de travailler 24 heures sans sous. Mais plus tard, en restant sur le ring en tant qu'entrepreneur, alors il arrive un moment où il amasse beaucoup d'argent, donc il peut plus tard avoir du temps pour aller dépenser cet argent, donc il a la liberté. Comment faire ce choix? Comment opérer ce choix? Alors, comment opérer ce choix? C'est d'ailleurs ce pourquoi on se prononce sur cette question. C'est dès le début. Pourquoi vous voulez travailler? J'étudie à l'université, c'est bien, mais est-ce que j'étudie pour que dès la fin de mes études, je puisse aller chercher un emploi? Mais on dit souvent que nos universités forment beaucoup plus pour l'emploi salarié que pour l'auto-emploi. Oui, c'est facile de le dire, ça dépend de ton état d'esprit. Et moi, je n'ai pas fait les grandes universités du monde, j'ai fait l'université du Bénin et je suis sorti et je n'ai pas eu la chance, je dis c'est une chance peut-être de travailler pour quelqu'un, mais moi, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai commencé, dès que je suis sorti de l'université, même bien avant, j'ai commencé à créer des entreprises. Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu la liberté, mais j'ai perdu également la sécurité. Je n'avais ni l'un ni l'autre. Mais j'étais conscient qu'à un moment donné, alors, en restant sur le ring, en travaillant sur le même modèle, il arriverait un moment où, même si j'étais con au départ, je deviendrais un peu plus averti et mes clients vont commencer à prendre en considération mes produits, mes services, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, nos universités, certes, produisent des gens, bien sûr, qui ne sont pas faits pour le marché des emplois, mais au même moment, ce qui permet aux gens de créer des entreprises et de les faire prospérer, ce n'est pas d'abord ce que nous avons appris à l'école, mais c'est notre engagement, c'est notre état d'esprit, c'est la volonté que nous avons, c'est la détermination que nous avons alors à rêver, travailler pour notre liberté, mais en sachant bien sûr qu'au début, qu'on va bien vouloir sacrifier également notre sécurité, ne rien avoir et rester sur le ring, travailler dur jusqu'à ce qu'un jour, pour avoir rôti votre modèle business, vous commencez à jouir de ça. Alors, si vous permettez, en tant que coach motivateur, vous recevez quand même des clients qui veulent savoir comment est-ce qu'il faut opérer ce choix. Vous recevez des étudiants, puisque vous avez même une sorte d'aide, je crois, que vous apportez aux étudiants sortant des universités. Comment vous les aidez à s'orienter, à faire ce choix-là, entreprendre ou aller dans l'emploi salarié? Absolument. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout le temps sur ce plateau, j'ai été bien obligé de créer un club à travers lequel j'offre alors des prestations gratuites à l'endroit des jeunes et également de toute personne qui est à la recherche de cette confiance en lui afin de créer quelque chose, mais de rester sur le ring jusqu'à ce que cette chose puisse devenir mature, bien rôtie et qu'il commence à agir. La première chose, malheureusement, on s'est rendu compte que les gens qui réussissent à avoir les grandes entreprises, à les faire prospérer dans notre environnement ici, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont fait les grandes études. Parce que quand vous faites des grandes études,
on est à la limite un peu carré sur les bords. Mais le monde de l'entreprise ne fonctionne pas comme ça. Il est ouvert. Il est ouvert. Il est open, comme le disent les Anglais. C'est un monde très open, très ouvert, mais un monde à grand risque. Alors, le cadre a été formé pour ne pas prendre des risques, pour travailler pour sa sécurité, pour limiter les risques. Ce qui fait que partout où il veut mettre pied, il veut se rassurer qu'il ne perd pas de l'argent, qu'il ne perd pas son temps. La même chose, vous le constatez dans des administrations ou dans des sociétés. Les cadres les plus méritants, c'est des gens qui sont carrés sur les bords. Lorsque vous, sur le contrat, vous lui dites qu'il doit travailler de 8h à 18h30, il travaille très bien, mais à 18h30, vous le voyez prendre son sac, il rentre sans permission. Et quand bien il y a du boulot, il dit qu'il s'en fout, parce qu'il a été formé pour rester carré. Mais l'intrapreneur, c'est-à-dire l'autre qui n'est pas nécessairement le bon cadre, mais qui a un côté entrepreneur, goût du risque, lui, il reste encore sur le terrain, il reste sur le ring, tant qu'il y a encore à faire. Et vous le voyez rentrer, quand bien il ne travaille pas pour lui-même, il rentre très tard, mais plus tard, il devient la personne qui s'impose au système parce qu'il prend du temps pour voir comment ça fonctionne, pour maîtriser le système. Et heureusement ou malheureusement, c'est le constat qui est fait. Les gens qui ont été très bien formés, qui sont d'ailleurs de très bons cadres, qui fournissent de très bonnes prestations, ils perdent plus facilement ce goût du risque, c'est-à-dire travailler pour la liberté. Ils sont carrés sur les bords et c'est ce que nous enseignons à travers nos clubs que nous créons partout aujourd'hui au Bénin, aux jeunes, comment rester engagés, motivés sur un terrain sur lequel on croit en sachant qu'il arrivera un moment où alors on puisse gagner et la liberté et la sécurité quand bien même on l'a perdu dès le début. Donc on ne peut pas acquérir la liberté et la sécurité sans risque, sans prendre de risque. On ne peut pas le faire sans prendre de risque. Vous pouvez avoir la drôle chance d'avoir des parents par exemple qui ont déblayé le terrain pour vous. C'est-à-dire, votre papa de très grande société et vous avez fini l'université, alors vous devenez un entrepreneur du jour au lendemain. Et là encore, vous vous échauffez sur le terrain en lui faisant perdre un peu d'argent, en lui faisant perdre un peu la main sur la qualité des ressources qu'il a laissées, le temps de vous chercher. Donc, toujours est-il que vous perdez quelque chose. Vous n'avez pas gagné nécessairement, mais vous perdez quelque chose. Sauf qu'au point de vue social, vous n'avez pas, par exemple, à négocier avec votre propriétaire sur plusieurs mois avant de commencer à gagner vos premiers revenus pour pouvoir le satisfaire. Parce que vous avez le dos large. Naturellement, vous avez le dos large et vous avez perdu naturellement la sécurité dès le début de votre affaire. Alors, Marcel Leffon, coach motivateur, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suppose que vous aurez encore une autre thématique à débattre avec nous mercredi prochain. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était donc l'ESPER. Vous savez dorénavant que pour acquérir la liberté et la sécurité, cela va avec un risque. Peut-être prenez le temps de calculer votre risque, mais vous ne pouvez pas y arriver sans risque. Eh bien, le grand rendez-vous, c'est le journal. Et vous savez que le journal aussi, il est très sacré. L'heure du journal est très sacrée. Nous passons la parole à Amandine Niambossou qui a de très belles informations pour vous. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Formation des femmes policières du Bénin renforce leur capacité sur le concept de la police communautaire afin d'être plus opérationnelles sur le terrain. Une semaine pour susciter l'envie de lire chez les jeunes, cela se passe à l'Institut français de Cotonou. C'est à l'occasion de la semaine du livre béninois de la jeunesse, Célibège. Les enfants, vrais vecteurs du changement, s'engagent dans la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables. L'ONG Engagement et Action organise à leur intention une séance d'assainissement de la ville de Cotonou. Merci de votre fidélité. Les femmes policières des 12 départements du Bénin sont en formation sur le concept de la police communautaire. L'atelier a démarré ce mardi à l'Infosec de Cotonou et prend fin jeudi. L'objectif est de permettre aux femmes policières d'internaliser les principes fondamentaux du concept de la police communautaire. Que peut-on comprendre par ce concept et pourquoi former les femmes policières? Réponse dans ce reportage de Patrick Adjagodjou. Les femmes de la police républicaine brillent. Elles s'imposent par leur facilité à gérer sans zèle et sans violence les situations auxquelles elles font face dans l'exercice de leur métier. Et pour être davantage utiles à la communauté, elles renforcent leur savoir-faire. La plupart du temps, lorsque vous fréquentez nos services de police, vous allez remarquer que généralement, au contact de la population, c'est beaucoup plus le personnel féminin que vous rencontrez, ou au secrétariat, ou au service des accueils, et dans beaucoup d'autres unités. Il importe que ce personnel-là soit préparé à un changement de comportement dans le sens de l'accueil des usagers d'un service de police. D'autant plus que nous voulons quand même être proactifs sur le terrain au même titre que les hommes. Nous avons un rôle de mère à jouer sur le terrain aussi. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir quelques éléments en plus de notre rôle de femme et savoir comment conjurer les deux sur le terrain pour ne pas brimer la population. Cet atelier sur le concept de la police communautaire met un point d'honneur sur le rôle des personnels féminins de la police républicaine. Les femmes, tout comme les hommes de la police républicaine, jouent les mêmes rôles que les fonctionnaires de police de sexe masculin. En cela, elles reçoivent les mêmes formations théoriques et pratiques que les policiers, je veux dire les hommes. Et demander leur place, elles occupent toutes les places de la hiérarchie policière et jouent les mêmes rôles que les hommes au sein de la police républicaine. Vous allez souvent entendre de plus en plus que nous ne constituons pas une force de police, mais nous sommes des services de police. La police, un métier qui a révélé plusieurs de ces dames au rang de commissaires, capitaines et inspecteurs. Vaillantes et résolues, elles hissent très haut la police républicaine, non pas comme une force, mais une institution éclairée et humaniste. Susciter auprès des enfants et des jeunes l'envie de lire, c'est le principal objectif de la semaine du livre béninois et de la jeunesse Célibège. Une semaine pour aller à la découverte des livres. C'est à travers un colloque sur le plaisir de lire à l'Institut français de Cotonou et une exposition de livres au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. La présidente de l'association Semaine du livre béninois de la jeunesse nous en parle au micro de Clotaire Aweko. J'ai vu que pour le développement de la personne intégrale, le savoir seul, ça ne suffit pas. Et qu'il fallait s'intéresser à nourrir l'enfant dans sa dimension de savoir-être, savoir-vivre. Et le livre est un outil, comme d'autres médias, mais un outil simple qui permet d'offrir à l'enfant la possibilité de nourrir son imaginaire et qui participe donc à la construction et au développement psycho-affectif de la personne. Le but, c'était de descendre dans les contrées, dans les directions départementales du livre, les centres de lecture, d'envoyer auteur-illustrateur vers l'enfant et que de cette rencontre-là, l'enfant découvre le livre, ses différents co-créateurs et se nourrissent. Et qu'on l'invite à grandir, à ouvrir son imaginaire, à se découvrir, à grandir en estime de soi-même
et entrer dans une relation saine avec l'autre. Si nous voulons que l'enfant déconnecte des médias que nous pensons nuisibles pour lui, offrons-lui autre chose. Il faut remettre quelque chose à l'enfant pour lui arracher autre chose. Et quand vous avez habitué les enfants à lire depuis leur bas âge, cela se fait automatiquement après. Tout naturellement, ils connaissent l'importance du livre et de la lecture. Et si vous regardez le nombre de fautes qui jalonnent nos écrits aujourd'hui, la prise de parole de certaines personnes est pourtant de haut rang, on se rend compte que oui, on ne lit plus ou on lit mal, on écrit très mal et c'est important qu'on recentre les choses. Le livre n'est pas qu'un vulgaire objet, il est tout un musée et à l'intérieur de ce musée, on peut découvrir les normes de la langue aussi. Parce que ce qui est écrit là et édité respecte les normes de la langue. On peut découvrir les histoires d'ici, on peut découvrir les histoires d'ailleurs. On peut être avec les gens de sa culture. Et en même temps, on peut être avec le monde entier. Le livre, c'est un objet magique finalement. Alors c'est important pour nous, éducateurs en majuscule, de programmer des émissions qui s'adressent à l'enfant à travers le livre, ou des jeux, ou des choses de chez nous. Alors, cessons de nous plaindre et agissons. La lutte contre les sachets plastiques non biodégradables s'intensifie au Bénin. L'ONG Engagement et Action sociale offre l'opportunité aux enfants et aux jeunes d'assainir les rues de la ville de Cotonou. Elle organise à leur intention une activité sportive couplée d'une séance de ramassage des sachets plastiques. L'objectif est d'apprendre aux enfants l'importance de la protection de l'environnement. Gloria Oni. De l'éco-running pour assainir nos villes. L'ONG Engagement Action sociale s'est engagée dans la lutte contre l'utilisation sous toutes ses formes du sachet plastique non biodégradable. Depuis quelques mois, l'ONG s'évertue à récupérer tous les sachets non biodégradables jetés dans la nature. Sa prochaine sortie va être une sensibilisation au profit des enfants. L'ONG va permettre aux enfants de descendre dans les rues pour le ramassage des sachets plastiques et de comprendre qu'une décharge d'ordure publique n'est pas un terrain de jeu. C'est d'amener nos populations à comprendre que le sachet est dangereux. Un sachet quelconque qu'on a jeté pendant 400 ans, il est dans la nature. Et donc, comme il est dans la nature, il faut trouver un moyen de l'enlever. Aujourd'hui, nous avons la chance, il y a une loi qui est votée, qui interdit le sachet. Mais tout ce que nous avons utilisé comme sachet est encore dans notre environnement. Et donc, il faut trouver un moyen de déblayer ou à la limite d'enlever. Et donc, nous invitons justement les populations à se joindre à nous. Et c'est d'amener nos populations à comprendre que nous ne pouvons pas jeter dehors. Dehors, ce n'est pas une poubelle. Quand on jette dehors, on se fait du tort à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que ce n'est pas chez nous, c'est notre ville, c'est notre image, c'est notre honneur. Ce n'est pas normal que nous jetions dehors. Nos villes deviendront aussi des villes propres. Pour que les villes soient propres, ce n'est pas une magie. Il faut juste agir. Il faut refuser de jeter dehors et il faut nettoyer notre ville. On ne peut pas ne pas dire que parce que c'est l'extérieur, ça ne nous concerne pas. Plusieurs entreprises soutiennent cette initiative et militent pour la cause zéro sachet plastique non biodégradable. L'ONG Sachet Réloué non seulement contribue à l'assainissement de notre environnement, mais contribue également au bien-être de la population. Les hommes que nous sommes, nous ne prenons pas conscience de nos agissements, de nos actions. Nous devons réfléchir dans le sens de laisser un avenir meilleur à la génération future. Donc toute initiative qui contribue à assainir notre environnement, le port autonome de Cotonou est toujours prêt à accompagner cette initiative. L'organisation non gouvernementale Engagement Action sociale possède déjà à son actif plus d'1 tonne de sachets plastiques non biodégradables qui sont remis à une ONG pour leur transformation. Au Bénin, la consommation mondiale des matières premières devrait atteindre 167 milliards de tonnes en 2060 contre 90 milliards aujourd'hui, soit l'équivalent de 45 kg par jour et par personne. D'après les estimations, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'extraction et à l'utilisation
des matières premières devrait grimper de 28 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 actuellement à 50 milliards en 2060, selon une étude publiée par l'Organisation pour le développement et la coopération économique. Si aucune action concrète n'est prise pour relever ces défis, l'accroissement de l'extraction et du traitement de matières premières telles que la biomasse, les combustibles fossiles viendra aggraver la pollution de l'air, de l'eau et des sols et concourir notablement au changement climatique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Amandine Agnambosso, pour le journal. On vous retrouve probablement demain ou semaine prochaine. On a hâte de vous retrouver en tout cas. Le grand rendez-vous se poursuit. Nous passons à présent sur la toile avec Marcel Betoro. Le Bénin accueille du 24 octobre au 27 octobre 2018 le 7e Salon de l'invention et de l'innovation technologique. Les échanges vont tourner autour du thème « Invention, moteur du développement industriel ». Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Ahissou, ce 7e salon va permettre au Bénin de montrer sa volonté d'accompagner l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Il vise également à réunir les inventeurs, les entreprises et institutions financières dans un cadre approprié. Il sera également question de valoriser, d'évaluer le niveau de créativité en Afrique et offrir un lieu d'échange de technologies entre inventeurs, chercheurs et opérateurs économiques. Le Japon vient en appui au Bénin sur le processus de modernisation du port autonome de Cotonou. L'objectif visé est de permettre au gouvernement et aux dirigeants de cette structure d'avoir une idée beaucoup plus large du plan de modernisation. Les Japonais ont eu également l'occasion de visiter les installations portuaires. Ils n'ont pas manqué de souligner les efforts déjà fournis par le Bénin pour rendre le port autonome de Cotonou compétitif dans la sous-région. Ils sont au total 8 athlètes à porter les couleurs du Bénin au championnat d'Afrique de rollers de course. La compétition démarre ce jour et prendra fin le 5 novembre 2018 en Égypte. Selon le président de la Fédération béninoise de rollers, toutes les dispositions sont prises sur le plan administratif pour favoriser le départ des athlètes. Il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne chance à nos écureuils du rollers. Près de 750 millions de dollars pour accroître les financements liés au changement climatique dans les pays africains. C'est une décision du 21e Conseil d'administration du Fonds vert pour le climat. Cette somme permettra de financer les projets d'entreprises, de coopératives agricoles et de ménages liés au changement climatique. Elle sera allouée aux institutions financières, aux banques et aux sociétés de microfinance. Rappelons que 17 pays africains sont membres de l'AFD. Fin de cette actualité du web. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci à vous, Marcel Betoro, pour cette revue de l'actualité web. Nous faisons ensemble le rappel de la météo à présent.
Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro du Grand Rendez-vous Vert. Vraiment, merci à vous qui restez fidèles à ce programme. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. On se retrouve demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.